Nous avons le plaisir pour commencer cette année d'accueillir Stavros Katsanevas, qui est directeur scientifique adjoint au CNRS dans le département MPPU et qui va nous parler d'un sujet tout à fait passionnant, la matière sombre et son futur, si je puis dire. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Je pris le challenge, comme on dit, de faire cette présentation, même si je ne participe pas à ces expériences, mais parce que je trouve que c'est vraiment fascinant. Et donc, je vais essayer de suivre le programme suivant, commencer un peu par l'histoire de Neptune et du neutrino. Deux fois où on a cru à la validité de nos lois et on a postulé des entités, soit une planète ou une particule, et on a eu raison, et essayer de prolonger, voir si maintenant on peut avoir la même attitude par rapport à la matière noire. Donc, après quelques préliminaires sur la demande par le modèle standard des nouvelles formes de matière, si vous voulez, la physique de particules a surtout des raisons théoriques d'aller au-delà et postuler des particules, mais du côté de l'astronomie et de la cosmologie, on sait qu'il y a vraiment des indices incontournables qui pointent vers des choses nouvelles. Ces choses nouvelles, est-il une modification de la gravité? Je vais liquider ça très rapidement parce que vous allez voir pourquoi, et aussi à cause aussi de mon ignorance du sujet à une profondeur suffisante. Et je vais me concentrer surtout sur l'histoire de nouveaux objets, matière sombre baryonique et matière sombre non baryonique. Je vais osciller dans cette discussion tout le temps entre sombre et noir. Parfois on l'appelle matière noire, parfois on l'appelle matière sombre. C'est exactement la même chose dans ma tête et dans la tête de plusieurs personnes. Donc, Neptune, c'est une belle histoire parce qu'il y avait des anomalies à l'orbite d'Uranus. Bon, avant que ces anomalies soient vues, plusieurs astronomes ont regardé le ciel, même Galilée a regardé cette partie sans rien noter. Il y avait des gens qui avaient noté quelque chose qui était là, mais personne ne pensait que ça pourrait être même Herschel avait vu cette région du ciel, et rien n'a été vu, jusqu'à ce que Lalande, au début du XVIIIe siècle, 1710, a fait des tableaux très précis du mouvement d'Uranus, et il y avait des anomalies patentes. Airy, le fameux Airy du potentiel qu'on connaît tous, a attiré l'attention de la communauté à cela, mais il était aussi assez conservatif comme physicien astronome. Il pensait au plus, il fallait changer la loi de gravité de Newton, et il ne pensait pas qu'il y aurait une nouvelle planète. Adams, ça ne se voit pas ici, a fait quand même les calculs, a fait l'hypothèse qu'il y avait une nouvelle planète à côté d'Uranus, et donc ça devait être Neptune. Il a dit ça à Airy. Airy n'a pas cru. Leverrier a fait la même chose, a calculé la position comme Adams de Neptune. De nouveau, ils ont envoyé des courriers à Airy. Airy ne voulait rien savoir, jusqu'à ce qu'il, sous la pression des mathématiciens, a demandé à Challis de regarder. Mais il ne lui a pas dit la région où il devait regarder. Il lui a donné une grande région parce qu'il n'avait pas confiance aux mathématiciens. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et Leverrier, finalement, a contacté un astrophysicien de Berlin, Gall, qui a trouvé effectivement Neptune entre la position de Leverrier et la position d'Adams. Et vous avez aujourd'hui une photo de Neptune par Voyageur 2. Il s'agit bien et bel un objet qu'on peut photographier maintenant. Mais à l'époque, pendant un certain temps, c'était quelque chose qui était purement une invention mathématique. Excusez-moi. Deuxième exemple, le neutrino, histoire classique, je le rappelle très rapidement. Il y avait des anomalies par rapport à la conservation de l'énergie. Ce qu'on observait, c'était ça, tandis qu'on entendait sur une désagrégation à deux corps, on entendait une ligne. Il y avait même Madame Curie qui était mise dans la discussion, on pensait que c'était de la diffusion multiple à l'intérieur du noyau.
Bohr avait la position d'Héry, il a dit abandonnons la conservation d'énergie, dans le milieu nucléaire ça ne se passe pas, et il y avait d'autres qui quand même essayaient de détecter, d'affiner cela, parmi eux c'était Chadwick, mais c'est une longue histoire à raconter, jusqu'à ce que Pauli, comme vous savez, a postulé le neutrino, et Fermi a fait la théorie, en analogie avec les forces électromagnétiques. Et du moment que ça a été postulé en 1930 jusqu'à sa détection par Raynes et Cohen en 1956, il y a eu 30 ans qui sont passés. Je ne vais pas insister aussi sur Neptune, c'était à peu près une trentaine d'années aussi. Donc vous voyez, à partir du moment qu'on postule la particule, d'ailleurs Pauli a dit ça, je fais une chose horrible, je postule une particule qu'on ne peut pas détecter, parce qu'on avait vite calculé la section efficace, elle était très, très petite, et il y avait plusieurs problèmes. Ils sont le même problème qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez, le neutrino, c'est le précurseur de ce qu'on fait aujourd'hui, dans le sens qu'il y a beaucoup de bruit de fond, qu'il fallait battre en allant près d'un réacteur, et il fallait inventer l'électronique à faire cela, etc., etc. Encore pire, le neutrino, disons dans sa forme muonique, quand vous faites une interaction neutrino, vous voyez quand même le muon qui passe, mais il y avait un peu plus tard, les années 70, si on voulait prolonger l'équivalence entre les forces électromagnétiques et les forces faibles, il fallait postuler les fameux bosons W et Z, et pour cela, il fallait qu'il y ait des courants neutres qui existent, et là, c'était aussi quelque chose qui était, on voyait le rien qui tapait sur quelque chose et produisait rien, sauf évidemment le recul. Ici, vous êtes à suffisamment haute énergie à voir quand même des objets, des particules, mais quand c'était l'époque de Gargamel, Jean promettait des champagnes aux expérimentateurs pour aller regarder sur cela. C'était très difficile et c'était exactement ce qu'on va voir plus tard, les neutrinos qui tapent sur le noyau, il y a un neutrino qui sort, donc rien fois rien, et il y a le recul qu'on va voir. Il y a une jolie étude de Galison sur la partie historique de ça. Voilà les deux exemples. Et venons maintenant à ce qui se passe à la physique des particules, le modèle standard. Vous savez qu'on attend maintenant, avec beaucoup d'impatience, la pièce manquante, si vous voulez, de la forme standard du modèle, qui est découvrir le boson de Higgs, qui est le produit de la brisure des symétries spontanées. Mais il y a d'autres problèmes qui sont encore ouverts. Par exemple, la masse du neutrino. Est-ce qu'il y a une différence du mécanisme de masse, de la façon que les quarks prennent leur masse par rapport à celle du neutrino? Après l'unification électrofaible qu'on a conclue avec succès, est-ce qu'il y a d'autres points? Il y a une unification avec la QCD. Est-ce qu'il y a aussi, évidemment, la grande unification de toutes avec la gravité? Donc, cette partie-là, au moins dans cette partie-là où on aura une unification avec la QCD, il nous faut la désintégration du proton. Finalement, il y a les mécanismes de violation de charge parité qui ont une incidence cosmologique et qui sont tous ouverts. Tous les trois appellent une nouvelle physique à partir d'une échelle lambda qui est au-delà de l'échelle électrofaible. Et donc, le modèle standard a une théorie effective. Étant une théorie effective, il doit être complété. Comment on peut la compléter? Bon, on peut prendre le Langragien et faire des expansions sur ce paramètre lambda, complètement phénoménologique. On peut aussi voir, à partir des symétries, que la masse des fermions et des bosons de jauge sont protégés par la symétrie. Et quand on est dans un contexte où il y a des grandes masses dans la théorie, elles ne sont pas attirées par ces grandes masses à travers les corrections radiatives, donc restent là où elles ont pris leur valeur au niveau, si vous voulez, d'arbres, du premier niveau. Mais par contre, les Higgs attrapent, parce qu'il n'y a pas une symétrie qui protège sa masse, attrapent la masse, le lambda, l'échelle, la grande échelle, et donc il nous faut du fine-tuning pour qu'il ne soit pas
attiré vers de plus grandes masses qui existent dans notre théorie. Donc, il y a deux solutions possibles dans cela. L'une, c'est de postuler deux partenaires de spin différents, la supersymétrie. L'ordre, c'est baisser lambda à l'ordre électrofaible, donc à l'ordre du TeV, et c'est les fameuses solutions du type dimension supplémentaire. C'est l'introduction de nouvelles dimensions de l'espace-temps, et elle essaye d'inclure la gravitation. Donc, dans un slide, la supersymétrie. Donc, si on postule ça, qu'il y a une symétrie entre les bosons et les fermions, les loops, les boucles, ils ont un signe différent. Donc, les corrections, à la limite où la symétrie est complètement conservée, s'annulent. Et donc, la masse de Higgs reste là où elle est. On a comme bonus, dans le transparent précédent, j'ai montré, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était ici, qu'il n'y avait pas convergence des couplages, tandis que maintenant, dans cette symétrie, on a une convergence des couplages. On a postulé une nouvelle série de matières, de particules, qui sont les symétriques, c'est les partenaires que connaît. Les quarks, ils ont les squarks, les leptons, les sleptons. Donc là où les quarks sont un spin 1,5, les sleptons sont un spin 0. Les photons ont les photinos. Donc les photons spin 1, photino 1,5, et ainsi de suite. Pour toute particule symétrique, il y a son super partenaire. Et finalement, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas tous les slides, il y a un problème quand même. Si on ne veut pas que les protons se désintègrent trop rapidement, ça c'est une vision d'expérimentateur peut-être, il nous faut aussi postuler une nouvelle parité, la R-parité, qui garde quand même, qui donne un nombre, comme c'est le nombre leptonique, donne un nombre aux particules qui est différent de celui des particules. Et il faut donc produire ces particules par paire, et aussi, non seulement il faut le produire par paire, la dernière particule, qui est la particule, par exemple, on va voir, c'est la particule neutralino, ayant un nombre quantique 1, ne peut pas se désintégrer à des particules standards, parce qu'ils n'ont pas ce nombre quantique, et donc, elle est stable, elle est le premier candidat de matière noire. C'est par là où la matière noire entre. Aussi ici, vous voyez les dernières données il y a 2 jours de Tevatron, où vous voyez, à travers les corrections radiatives et la mesure de W, la comparaison, si vous voulez, de la masse du W et de la masse du top à la prédiction du Higgs à travers les corrections radiatives, vous voyez la nouvelle région de préférence, et vous voyez qu'elle commence à entrer, elle est beaucoup plus proche à ce qu'on entendrait de la supersymétrie. Mais tous ces diagrammes, c'est simplement pour vous dire que la supersymétrie est aussi précise que le modèle standard, mais elle a en plus le bonus qu'on peut l'extrapoler aux plus petites énergies. Aux plus petites échelles, excusez-moi. Les plus grandes énergies et donc les plus petites échelles. Donc, autre possibilité, aussi connue, je vais passer très rapidement, puisque je vais simplement donner quelques exemples de ça, c'est les dimensions supplémentaires, où vous devez connaître tout ça ici, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup. Vous avez des dimensions supplémentaires qui sont enroulées sur elles-mêmes, et les excitations qui circulent autour de cela, c'est des particules de Kaluza-Klein et qui ont toutes aussi les caractéristiques de matière noire, puisqu'elles peuvent être mises dans une collision, par exemple, et ils produisent de l'énergie et de l'impulsion manquante, parce qu'elles partent, si vous voulez, dans le bulk, ils partent dans les dimensions supplémentaires, on ne peut plus le voir. Donc c'est comme si on produisait, à partir d'une interaction, on aurait une violation de l'énergie et de l'impulsion qui ressemblerait beaucoup à la production, on va montrer cela, à la production d'un neutralino, d'une particule supersymétrique, qui aussi, comme elle part, elle ne se désintègre pas, ressemble à quelque chose qui viole l'énergie et l'impulsion pendant l'interaction. Troisième candidat, c'est les actions. Les actions, c'est un autre problème, mais aussi très intéressant. Au début, on croyait que les CP
la charge parité était conservée. Après, on a découvert qu'elle était violée dans une interaction faible. Et donc, la question se pose, pourquoi elle n'est pas violée aussi dans une interaction forte? Parce que, bon, je ne vais pas faire la blague de la Suisse. Et donc, étant donné qu'il faut qu'elle soit violée, on peut écrire les termes qui correspondent à cette violation de CP, et ces termes-là, de Lagrangien, correspondent par exemple au moment dipolaire électrique du neutron, et comme on a des limites expérimentales très strictes là-dessus, cette valeur-là, si vous voulez, ce couplage-là, est très petit. Pourquoi il est si petit? La solution qui a été inventée par Péchet, Quinn, Gulsek et Weinberg, c'est qu'il y aurait un champ scalaire, et son potentiel, si on écrit tout le reste des termes, fait que, après certains mouvements, on tombe au minimum de ce potentiel, qui serait les zéros, le champ zéro, et donc ça serait mis à zéro de façon naturelle. Donc ça postulait une particule qui correspond à ces champs scalaires, l'action, et immédiatement on a des contraintes à partir de l'évolution stellaire et la cosmologie, et vous voyez qu'il y a une petite échelle entre les microélectronvolts et les milliélectronvolts qui pourrait constituer aussi un candidat pour la matière noire. Donc voilà, si vous voulez, un petit résumé des trois symétries qui demandent une nouvelle particule et cette nouvelle particule pourrait avoir les possibilités d'être un candidat pour la matière noire. Il y a aussi plusieurs autres avec des noms plus rigolos l'une que l'autre, Wimzilla, je sais pas, le supersymétrique d'action, Axino, etc. Mais restons pour l'instant à ces trois, parce que vraiment la demande de la physique des particules, elle est évidente. Donc, passons maintenant en revue les indices astronomiques et cosmologiques de la matière noire. La première, connue de tous, j'imagine, c'est le fait que les courbes de rotation des galaxies, si toute la matière était concentrée ici, évidemment, vous faites le calcul le plus trivial où vous mettez la force centrifuge égale à la force de Newton, et vous allez voir qu'en fait, ça devait tomber comme ça dès que vous sortez de la masse, tandis que ce qu'on a observé, jusqu'aux plus grandes distances qu'on a observées, elle était plate. Donc, la densité déduite était à R-2, donc il y avait quelque chose qui était au-delà. C'est la même chose pour les galaxies spirales, c'est des choses connues, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Deuxième indice important, je vais plutôt me concentrer sur les nouveaux indices qui sont beaucoup plus, intéressants. C'est, bon, on va un pas en arrière dans l'histoire. C'est en fait la première fois que ça a été postulé, la matière noire, c'est par Zwicky en 1933. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les clusters de coma, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites l'hypothèse du viriel, donc 2 fois T égale le potentiel. Vous connaissez la dispersion des vitesses par Doppler classique. Vous connaissez les dimensions, vous pouvez déduire la masse, et vous déduisez une masse qui est 100 fois plus grande que celle de la lumière. Autre chose que vous pouvez faire, toujours cette lumineuse, lumière, je dis lumineuse. Autre chose que vous pouvez faire, c'est regarder les gaz du même cluster. Ils sont aussi thermalisés, ils ont une température, attendez, ça c'est, ils ont une température caractéristique, ils émettent des rayons X. À partir des rayons X, vous pouvez aussi mesurer
une masse qui est plus grande que la masse que vous pouvez déduire en prenant la masse du gaz et des étoiles. Donc voilà des indices. Troisième manière de faire cela, qui est plus intéressant et plus joli, qui commence maintenant à donner des résultats vraiment époustouflants, c'est l'histoire du lensing gravitationnel. Vous connaissez que là, évidemment, dans la relativité, la masse peut faire focaliser la lumière. Vous avez des phénomènes qu'on appelle strong lensing. Vous pouvez créer des mirages gravitationnels. Vous avez aussi l'effet qu'on appelle weak lensing, où vous ne voyez pas des phénomènes si clairs, mais vous voyez quand même que les galaxies autour de la masse qui est en train de dévier la lumière sont tiltées, commencent à regarder, si vous voulez, ils sont allongés selon la direction de cette masse. Vous pouvez regarder un peu plus cette logique. Vous avez ici la source lumineuse, vous avez cette masse ici, et vous pouvez voir comment vous allez faire un ring, un anneau, si vous êtes pile poil sur la ligne de vue, ou vous pouvez avoir la fameuse croix d'Einstein, ou si vous avez une distribution un peu plus éparpillée, vous pouvez avoir des arcs interrompus. Ça a été utilisé déjà il y a, je crois, 10 ans, et on a pu déduire une masse qui était supérieure à la masse visible dans plusieurs endroits du ciel. Je vais même un petit... Bon, je ne sais pas si c'est peut-être pas aussi parlant. Encore mieux, il y a 2 jours, peut-être vous l'avez vu à la télévision, comme on dit, un groupe, Massey et al., il y a 2 jours, ils ont fait la chose suivante. Ils ont utilisé ce que je vous ai dit, le fameux weak lensing, c'est-à-dire les galaxies qui commencent à pointer vers une masse déterminée. Vous avez deux formes, la forme E et la forme B, comme en électromagnétisme. La forme E, c'est le phénomène, et la forme B doit être complètement zéro, ce n'est pas physique. Donc, ça peut vous donner un contrôle de vos systématiques. Donc, avec les lentilles gravitationnelles, c'est que vous voyez la carte de la matière noire. Et si vous regardez ici, ces contours, c'est des contours de lensing gravitationnel, vous pouvez voir qu'ils sont clusterisés quand même autour de la masse stellaire et autour du nombre de galaxies. Et vous voyez aussi les gaz, donc les rayons X. Ça, c'était aussi... ils ont eu aussi des mesures de Chandra. Et si je ne me trompe pas, bon, disons des mesures de rayons X, X et même Newton, excusez-moi, d'un satellite. Et donc, vous pouvez voir, la première chose que vous voyez qu'ils ont pu faire la cartographie, qu'elle suit aussi en plus très très clairement la distribution de la lumière. Lumière, c'est de l'énergie visible. Et donc, non seulement ça, ils ont pu aussi faire des tranches dans le redshift. Vous voyez ici, dans le redshift jusqu'à redshift de 2, vous voyez la distribution de la masse. Et il montre ici en fait que quand vous faites cela, la plus grande sensibilité que vous avez, c'est juste ici. Et si vous êtes ici, c'est plutôt par là, et ainsi de suite. Et vous voyez donc que vous avez une sensibilité qui dépend de la distribution de la masse, et ça ne va pas comme les rayons X, que vous avez seulement la loi de luminosité qui tombe avec 1 sur R carré, etc. Donc, ils ont pu donc faire aussi des coupures en 3D, et donc ils ont produit ça, et ils ont dit, donc dans leur conclusion, we find a loose network of filaments growing on time, which intersect in massive structures at the locations of clusters of galaxies. Our results are consistent with predictions of gravitational-induced structure formation
Ça, c'est le papier Statue Frank White, in which the initial smooth distribution of dark matter collapses into filaments, then in clusters, gravitational scaffold, j'aime beaucoup, échafaudage cosmique. Donc la matière noire, échafaudage cosmique sur lequel la matière lumineuse s'est construite, into which can accumulate and stars can be built. J'ai un petit film. Vous voyez ici la simulation dont on parle. Ça, même si c'est lumineux, c'est de la matière sombre. Et vous voyez, je ne sais pas si je peux le refaire, vous voyez que vous commencez par quelque chose qui est uniforme. Et sous la gravitation, il y a les filaments qui se forment. À leur intersection, il y a les galaxies qui accrètent. J'ai encore un petit film qui est un film d'une simulation qui s'appelait la simulation du millénium. Et vous voyez la matière noire, la densité, exactement la même chose que vous venez voir. Vous pouvez simuler aussi la densité du gaz et aussi la température pour comparer aux mesures des rayons X qu'on est en train de faire. Vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On joue avec les rayons X et aussi avec la lentille gravitationnelle. Et on a plusieurs, et aussi avec la lumière, évidemment, l'infrarouge et le visible. Et on peut comparer toutes ces mesures à des simulations qui sont donc très concordantes avec matière noire. Dernière preuve, dernier indice de matière noire, c'est quelque chose qui s'est passé en septembre 2006. Tout ça, c'est très nouveau, comme vous voyez. Il y a le fameux bullet cluster. Ça, c'était remarqué il y a quelques années déjà. Mais pour la première fois, donc vous voyez, c'est en fait deux clusters en fait, qui s'interpénètrent. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, faisons un film là aussi. C'est ça, les deux clusters qui s'approchent. Très bien. Vous pouvez voir ça en X. En X, donc, ça vous donne les températures et le gaz, là où le gaz se trouve. Vous pouvez aussi regarder cela en gravitational lensing, en bleu. Donc, vous voyez la masse, où se trouve la masse. Et finalement, vous superposez les deux. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la masse, donc la matière noire, est allée beaucoup plus, puisqu'elle était sans diffusion et sans collision, est allée beaucoup plus loin, tandis que les gaz sont restés plutôt au centre. Il y a une corrélation très forte entre la matière visible et la matière totale, donc la matière avec la matière noire, et il y a 8 sigma de différence entre là où se trouvent les gaz et la matière. Donc c'est ça le résultat de façon un peu plus scientifique. Et voilà, en ce qui concerne l'astronomique, allons un peu à la cosmologie. Avant, il y a une photo qui ne sort pas. Bon, c'est pas grave, voilà, elle est venue. Avant 1980, oh là là, excusez-moi. Avant 1990, on avait 3 indices. Pour les piliers du Big Bang étaient ces 3. L'univers est en expansion. On a la nucléosynthèse aux 3 premières minutes. Et on a le rayonnement diffus du corps noir qui nous vient à 400 000 ans après le début du Big Bang. Et vous avez les personnes qui ont fait cela. Ça, c'était 90. Mais après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le fait que l'univers non seulement est en expansion, mais il est en expansion accélérée, la fameuse histoire de l'énergie noire. On a vu donc en mesurant les supernovas lointains qu'on est en expansion accélérée. On a pour la première fois vu le pli du fond cosmologique qui sont à l'origine des formations de nos galaxies. Et on a obtenu des mesures de nucléosynthèse de très grande précision qui mettent maintenant des grands, comme je vais vous raconter, des grandes contraintes sur ce qu'on peut voir. Par exemple, si on fait l'analyse harmonique de ces plis, si vous voulez, de ces fluctuations cosmologiques, vous voyez plusieurs choses. Cette analyse harmonique peut changer. Qu'est-ce que c'est ces plis? En fait, vous avez le Big Bang, qui est un grand coup,
Et ces grands coups a produit des ondes qui étaient acoustiques, elles avaient la fréquence à peu près acoustique, et acoustique dans le sens de fréquence en fait. Et dès qu'il y a eu le moment de récombinaison, quand les protons ont trouvé les électrons et l'univers est devenu transparent, on a obtenu une image figée de ce qu'il y avait, toutes les harmoniques de ces bruits primordiaux, si vous voulez. Et si vous faites ça en physique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une série des équations de Boltzmann couplées, où vous mettez tout le matériel que vous avez. C'est comme chaque fois que vous tapez quelque chose, vous tapez quelque part, vous attendez ces harmoniques et ça vous donne la géométrie et le contenu en matière de cet objet. Donc, de même façon, en regardant ces harmoniques, vous pouvez analyser, voir quelle est la matière baryonique que vous avez, quelle est la matière totale que vous avez, oméga m. Vous pouvez voir aussi si l'univers est plat, si oméga m plus oméga c'est la densité divisée par la densité critique. Et donc, vous pouvez voir la géométrie de l'univers, on a vu que c'était plat, on pourrait mesurer tous les contenus en baryon qui existaient au début du Big Bang, et on a aussi vu quel est le contenu en matière. Un argument pour la matière noire ici, c'est que, en fait, ces fluctuations de température ne sont qu'au niveau de 10-5. Si c'était eux qui étaient à l'origine des formations de structures, comme la différence entre ces temps-là et aujourd'hui, c'est seulement 1000, il se passe à un Z, à un redshift de 1000, on aurait des delta rho sur rho qui devaient être de 10-2. Donc, en fait, ce n'était pas suffisant pour créer des structures de l'ordre de 1. Il nous fallait que la formation de structures commence plus tôt que ce moment-là. Donc, un argument pour la matière noire, c'est que ce n'est pas les fluctuations de baryons qui ont formé la structure. On peut le détecter après, mais ce n'est pas eux qui ont fait, mais c'est surtout les fluctuations de la matière noire qui ont fait cela. Et aussi, pour des raisons qu'on peut expliquer, il faut aussi noter que l'existence de ce troisième pic est due au fait que vous mesurez la matière noire. C'est une mesure de la matière noire par des raisons que ce serait long à expliquer dans ce séminaire. Donc, troisièmement, vous pouvez mesurer ici le nombre de baryons. Et si vous faites tout cela, vous tombez sur le modèle standard de cosmologie. Vous avez déterminé la masse de baryons, le pourcentage, la densité de baryons à partir de la cosmologie, et il est maintenant en accord des fluctuations. Cosmologie, ça veut dire des fluctuations du fond, et il est en accord avec les mesures baryoniques. Vous avez mesuré l'énergie noire, vous avez mesuré l'énergie de matière qui contient l'énergie noire, et vous voyez que maintenant la différence entre la densité baryonique et la densité de matière, elle est très grande, plusieurs sigma. Vous ne pouvez pas échapper à cette fameuse histoire que 73% on a de l'énergie noire, 23 énergie matière noire, et le reste c'est nous. Donc voilà pour les indices. Et donc pour le reste des demi-heures, je vais parler des solutions possibles, modifier la gravité, donc la solution d'Herry, si vous voulez, la solution de Bohr, modifions la loi ou postuler de nouvelles particules. Donc vous pouvez faire une sorte d'organigramme très complet où vous avez les différentes solutions, matière sombre, baryonique, gaz et poussière, trou noir des différentes nains, ou matière sombre non baryonique, où vous avez l'option entre chaude et froide, je vais sauter sur cela, et thermique ou non thermique, et puis aussi évidemment sur le changement de la gravité. Et il y a évidemment une hiérarchie, on aimerait commencer par les neutrinos puisqu'il existe. Après il y a des particules qui sont postulées par des symétries comme je viens de raconter, qui sont les WIMP, les Kaluza-Klein et les actions, et puis au-delà on a des choses plus compliquées. Solution
qui modifie la gravité, c'est le fameux monde, Modified Newtonian Gravity. Vous prenez l'inertie, vous prenez accélération égale gm sur r carré, et vous lui multipliez par une fonction qui est 1 quand a est beaucoup plus grand que alpha a0, qui est une nouvelle constante de la nature, et ça devient x, donc a sur a0, quand vous êtes vraiment à ce régime-là, au-dessus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, au lieu d'avoir v carré sur r égale gm sur r carré, qui serait la force centrifuge égale Newton, vous avez v4 sur r carré égale gm sur r carré. C'est trivial d'obtenir v égale constant. Et donc, vous savez comment ça se développe et comment ça devient après le newtonien. Vous pouvez aussi jouer la même chose au niveau de la gravité, soit changer l'inertie, soit changer la gravité. C'est très bien ça. Ça marche pour la rotation galactique, mais il y a une série de choses où ça ne marche pas. C'est les clusters ont une tendance... Bon, il y a une littérature que je ne peux plus vraiment jauger qui a raison, qui a tort, mais les clusters ont l'air de ne pas marcher avec ça. Ils n'ont pas encore produit une phénoménologie du lensing gravitationnel, que je viens vous raconter les miracles qu'on a avec l'autre approche. Les perturbations cosmologiques, une théorie de cosmologie commence à peine d'être formée, je vais parler de ça, et aussi le fameux troisième pic du CMB, c'est encore quelque chose qui est un critère qu'il faut reproduire. Et évidemment, le dernier, c'était ad hoc, c'est drivé, comme on dit en français, par les données, et donc, et c'est non relativiste. Et finalement, il y a 2 ans, Bekenstein a fait une nouvelle formulation où il a postulé un vecteur, donc il s'appelle TVS, de tenseur vecteur scalaire, et puis Dodelson, Scordis et compagnie ont fait une cosmologie, et ils ont commencé à faire un peu de phénoménologie du lensing, et la dernière, c'est qu'ils peuvent aussi produire maintenant le troisième pic, mais ils demandent pour faire cela quand même de la matière noire, un neutrino qui est chaud, qui a une masse qui est 2,2 électronvolts, qui est vraiment à la limite de ce que la prochaine génération d'expériences neutrinos va détecter. Je ne veux pas parler de ça. Donc, voilà ce que je voulais dire des modifications de la gravité. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il court après les données. Chaque fois, il y a de nouvelles données, il essaye d'ajuster, etc. Mais peut-être, à la fin, ils vont affiner suffisamment leur travail pour être une option viable. Venons maintenant au Neptune et neutrinos. Donc, côté Neptune, il y a toute une série d'objets, dont les objets le plus probable, c'est les fameux MACHO, Massive Astrophysical Compact Halo Objects. De toute façon, maintenant, on opère toujours sous l'épée de Damoclès de BBN et du CMB qui nous dit que, quoi qu'on fasse, 4% seulement de la matière est baryonique. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut trouver d'autres formes noires baryoniques? Et ça, on l'a fait avec... Je passe assez rapidement ici parce que je voudrais arriver vers les autres mesures. Donc, on fait ça par le microlensing, c'est-à-dire, vous avez le même phénomène de lentille gravitationnelle, mais cette fois, vous n'avez pas une déformation. C'est que quand la particule sombre passe devant la... Hop, pourquoi ça fait pas ça? Ah, excusez-moi. Quand la particule sombre passe devant la source lumineuse, elle joue comme une sorte de focus, et donc ça fait augmenter l'intensité de la source lumineuse. On le fait ça en 2 couleurs, pour être sûr que ce n'est pas une étoile variable. Voilà des données. Et voilà les dernières données de cette recherche, où ici vous avez la fraction de MACHO qu'on attend. Vous ne voyez pas l'échelle, mais l'échelle c'est de 0 à log de m sur la masse soleil, de 0 à moins 8, et ce n'est pas plus qu'un 10%. Donc ça ne peut pas résoudre ces problèmes. C'est MACHO. Pour l'instant, ce n'est pas une solution. D'ailleurs, ouais, c'est historique quand même parce que c'était pour notre institut, parce que c'est avec ces études sur MACHO par Eros, par exemple, que les physiciens de particules, Michel Spiro et compagnie,
on commençait à s'impliquer dans ce qu'on appelle maintenant l'astroparticule. Autre possibilité, c'est les neutrinos, les vrais neutrinos. Est-ce que c'est la matière noire? Malheureusement non plus, ou heureusement non plus, parce que si on fait l'analyse de fluctuation de densité, on fait une analyse maintenant aussi harmonique en Fourier, en mode Fourier, on a normalement ce qu'on a produit au Big Bang, c'était une ligne comme ça, et on a une sorte de fonction de transfert qui dépend, pour arriver à cette distribution-là, qui dépend exactement de la matière, du contenu en matière, mais aussi par la vitesse, par le fait si on a chaude ou froide, matière chaude ou matière froide, c'est-à-dire s'ils sont suffisamment rapides, les particules, les structures n'ont pas le temps de se former, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus lisse que si on avait quelque chose qui est froid, vous l'avez vu déjà, qui s'agglutine, et là-dessus, il y a la matière normale qui devient l'échafaudage. Donc, la matière noire en forme de neutrino a été rapidement mise hors jeu. On peut arriver à la piste des WIMP. Les WIMP, c'est vraiment les particules supersymétriques. Donc, pour chaque particule standard, vous avez, comme je dis, son partenaire. Supersymétrie, c'est une théorie très précise, mais malheureusement, c'est-à-dire, comme j'ai dit, elle est très précise, on peut extrapoler jusqu'aux plus petites échelles, mais elle a beaucoup de paramètres, malheureusement, parce qu'on ne connaît pas très bien le mécanisme de brisure, parce qu'on sait qu'elle n'est pas une symétrie exacte, sinon on aurait des électrons à la même masse que les électrons, et que donc, il nous faut, pour naviguer là-dedans, il nous faut prendre quelques suppositions simplificatrices. Très souvent, on assume une universalité de différentes coupes masses. Par exemple, pour toutes les scalaires, on prend une seule masse, qu'on va appeler M0. Pour les bosons, excusez-moi, pour les messagers, on prend M1,5, etc. On ajoute des contraintes de supergravité pour réduire encore plus l'espace. On suppose l'air parité que j'ai dit qui nous assure qu'avoir le plus petit, le moins lourd, la particule supersymétrique la moins lourde, Light Supersymmetric Particle, LSP, qui devient alors le WIMP. Et des candidats, on a plusieurs candidats, un neutrino scalaire, le neutralino, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un neutralino, et le gravitino. Et donc, dans ce qui va suivre, vous allez voir, dans tous ces paramètres, dans cette hypothèse simplificatrice que je viens de vous raconter, très souvent, vous voyez des plots qui sont en forme de M0, ici, versus M1,5, donc la masse, les soft SUSY breaking common scalar mass versus la Gaussian common mass M1,5. Et il faut aussi savoir que puisque vous avez une brisure, il y a un mélange, et donc les neutralinos n'est pas seulement, vous n'avez pas les binos, les winos, les higgsino séparés, mais vous avez un mélange, et le particule la plus légère de ces bosons, excusez-moi toujours, de ces messagers du supersymétrie s'appelle neutralino, et c'est neutralino et qu'on cherche dans les différentes expériences. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces neutralinos dans la cosmologie? Ils sont au début en équilibre thermique avec tout, mais l'univers s'est refroidi, donc après un certain temps, ils sont si massifs que leur distribution devient Boltzmann, mais après un certain temps, l'expansion continue, donc le taux d'annulation, quand le taux d'annulation devient à peu près le taux d'expansion, ils se découplent, et donc ils sont gelés à une densité qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et donc, plus la section efficace est grande, moins grande est la densité aujourd'hui. Donc voilà le mécanisme. Et puis, par hasard, pas un hasard heureux, pour trouver des densités cosmologiques de l'ordre d'oméga, de l'ordre de ce qu'on demande de la matière noire, de l'ordre d'un 1, il suffit de remplacer dans la formule qui détermine
purement par des arguments dimensionnels qui déterminent la densité de la matière noire, il suffit de mettre les sections efficaces faibles et des masses de l'ordre, vous avez ici comment ça change par rapport à la masse, de l'ordre qui sont entre 100 GeV et 1 TeV. Donc l'échelle naturelle, on n'a pas eu le temps de discuter ça, de supersymétrie. Donc la cosmologie pointe, selon les supersymétristes, vers cette direction. Donc très rapidement maintenant, comment on va voir ça? On va le produire au collisionneur. Comment on va voir cette collision? On va la voir, comme j'ai dit déjà, avec l'exemple du neutrino, comme une énergie manquante. On va faire le bilan énergétique et d'impulsion d'un objet. On va voir qu'il y a une direction où quelque chose est parti et qui n'est pas détecté. Malheureusement ou heureusement, il y a des cascades ici. Ce n'est pas seulement une particule, il y a plusieurs. Et chaque particule fait ses propres cascades vers son LSP. Et donc, vous pouvez avoir 2 ou 3 LSP, et donc les événements sont assez compliqués. Vous allez rapidement voir qu'il y a quelque chose de bizarre, mais trouver exactement qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les paramètres de la théorie. Extraire les paramètres de la théorie de là, ce sera plus compliqué. Et donc ici, vous voyez, dans ces plots, vous allez beaucoup voir ces plots, M0, la masse des scalaires, versus M de messager, et vous voyez que vous allez arriver jusqu'à des particules de 2,5 TeV très rapidement, dans 2 ans. Maintenant, très rapidement, on aura la possibilité de les détecter. Je ne sais pas si l'analyse va prendre autant de temps. Peut-être l'analyse sera plus longue. Et ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous pouvez, disons que vous avez un point qui est favorable, que vous avez pu sortir les paramètres de la théorie. Alors, vous pourriez calculer la densité des neutralinos cosmologiques et la comparer à celle que vous obtenez, par exemple, par WMAP, par les satellites cosmologiques. Vous voyez qu'est-ce que vous aurez obtenu en 2010 par Planck et qu'est-ce que vous aurez obtenu, par exemple, par les collisionnaires ILC dans le temps. Quand vous aurez produit quelque chose comme ça et vous êtes en accord, vous avez quand même avancé de 3 secondes, 3 minutes, en 1 nanoseconde. Vous avez compris qu'est-ce qui se passe. Vous avez compris qu'est-ce qui se passe à peu près jusqu'à 10 à 100 GeV. Vous avez vraiment, dans cette histoire du Big Bang, avancé énormément. Mais ça, c'est évidemment, c'est là, si vous avez du raison. Il y a une histoire amusante sur les gravitinos que je ne vais pas attaquer par manque de temps, et aller, en dehors des collisionneurs, aller sur la détection directe de ces particules. Et avant d'aller là, j'avais promis au déjeuner, il y a 1 million par seconde de WIMPs, donc des neutralinos, disons, qui passent à travers notre pouce. Et 10 puissance 15 par jour à travers le corps humain, dont seulement 10 vont interagir, mais il faut comparer cela au fait que chaque fois qu'on dort, on prend à peu près 1 million de particules de rayons cosmiques chargées, qui font d'ailleurs beaucoup plus d'interactions. Et donc, en fait, même les 10 qui vont interagir, il faut le comparer au fait qu'on a beaucoup de rayons cosmiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les tunnels, par exemple à Fréjus, et essayer de détecter les rayons qui tapent sur un noyau, il y a rien qui part, il y a le recul du noyau, mais le recul, vous allez voir, c'est quelques keV. Donc c'est assez costaud comme détection, problème de détection. Donc tout dépend du nombre de... Bon. Donc vous avez besoin de la masse du noyau de la cible. Ça dépend de la densité des WIMP et aussi évidemment de la section efficace. Ça c'est le plus simple, vous pouvez le calculer parfaitement bien. Ce qui est le plus compliqué, c'est calculer le flux. Donc, bon, section efficace, peut-être je passe rapidement. Couplage, vous avez deux types de couplage, soit axial, soit scalaire. C'est plutôt le scalaire maintenant qu'on discute. Et vous voyez les niveaux, vous voyez peut-être pas parce que vous êtes assez loin, mais les niveaux des sections efficaces, c'est
de 4... Attendez. Je comprends plus ça, parce que je croyais que c'était moins... Ah oui, ici, moins 8. Vous voyez, moins 8, 10 moins 8 picobarnes. Donc c'est vraiment très très rare. 10 moins 9, 10 moins 10 picobarnes. Donc c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose suivante. On prend des bolomètres à température cryogénique. Le recul, comme je viens de dire, c'est de l'ordre de 30 keV. Vous aurez si vous avez de la chance, 1 par kilogramme par jour, c'est plutôt 1 par 100 kg par jour ou 1 par tonne par jour. Et donc, c'est vraiment très, très rare. Et vous avez plusieurs astuces à être sûr que vous détectez. C'est le même que les neutrinos. Il vous faut 2 signatures, pas une seule. Et les signatures, donc très souvent, vous mesurez ces reculs en phonon et en scintillation, ou en charge en phonon, ou en charge en scintillation, et selon le cocktail que vous avez choisi, vous avez une expérience différente. Autre chose que vous pouvez gagner, c'est le fait que vous circulez à l'intérieur de ces halos de matière noire, vous aurez des moments, par le mouvement de la Terre et du système solaire, vous aurez des moments où le flux est bon et d'autres moments où le flux est moins bon. Et donc, vous pouvez avoir une modulation annuelle de l'ordre de 5%. Aussi, vous pouvez, si vous avez des sources, avoir une modulation directionnelle. Donc, là-dedans, les différents fonds, il y a 2 types de fonds. Il y a le neutron, qui est presque un fond que vous ne pouvez pas séparer du signal. Il a les mêmes caractéristiques que le signal. Il y a les fonds électromagnétiques, des électrons et des gamma, qui ont un rapport sur les 2 paramètres que vous avez choisis, disons phonon et scintillation, ou phonon et charge et ionisation, qui est différent, puisqu'il tape sur les électrons, de celui de neutrons. Vous avez une série de fonds ici qui est horrible, qui est très difficile à battre. Et l'instrument que vous avez, c'est ce changement que je viens de vous raconter. Il y a une série d'expériences qui se passent partout. Vous avez au Grand Sasso en Italie, en France, le fameux Edelweiss, Canfranc en Espagne, en CDMS au Soudan. Soudan, c'est une mine des États-Unis et ailleurs. Il y a un signal que très peu de gens croient. Et il y a des gens qui avaient seulement la scintillation dans les iodide de sodium, mais ils ont vu une modulation annuelle qu'ils interprètent comme exactement ce que je viens de vous raconter, une modulation du signal à travers le halo de matière noire. Donc il y a plusieurs questions sur la stabilité, l'efficacité, etc. Il y a plusieurs experts dans le domaine qui ne croient pas, mais de toute façon, ils ont à ce moment une deuxième expérience qui va essayer de reproduire ces résultats. Et vous avez le détecteur bolométrique, dont Edelweiss, que je viens de vous raconter le principe sur le background et le signal. Donc Edelweiss, qui se trouve au fond du tunnel de Fréjus, a publié, c'était le premier à publier des données à exclure ces signaux de Dama en 2003. Entre-temps, il est arrêté. Et donc, vous voyez ici ces choses que je vous ai dit. Vous voyez que le fond, ici, c'est le graphique qui montre le rapport de scintillation sur... excuse-moi, c'est pas scintillation, ionisation sur chaleur et ionisation sur le phonon, et ici, qui est caractéristique des photons et des électrons. Et ici, vous avez le même rapport caractéristique de neutrons et du signal. Donc, vous n'avez rien ici, ou à peu près 2 particules. Donc, vous pouvez faire une exclusion qui est en fonction de la masse et de la section efficace. Donc, c'était le premier à exclure Dama sous certaines hypothèses. Mais depuis, ils se sont arrêtés pour faire une augmentation à plusieurs détecteurs. C'est vraiment, vous voyez, c'est des galettes. Je n'ai pas pris le temps de montrer les galettes. Donc, les galettes que vous voyez ici, c'est des galettes comme ça, de germanium. Ils ont des détecteurs, des thermomètres, ils ont des
des gardes, parce que le plus grand problème, et je vais attaquer ces petits problèmes, c'est que ces rapports-là, ici, vous pouvez avoir des événements entre les deux catégories, et ça, c'est les événements qui sont les événements de surface, qui n'ont pas eu le temps de déposer suffisamment d'énergie phononique ou d'énergie d'ionisation. Donc, il y a une nouvelle série de photons de Edelweiss qui va créer. Et puis, il y a l'expérience américaine qui, entre-temps, a rattrapé, qui s'appelle CDMS. Eux, ils ont mis des détecteurs qui peuvent attraper les phonons non thermiques. C'est balistique, carrément. Ils vous voient le temps de montée du phonon. En mesurant ce temps de montée, ils peuvent localiser l'événement. C'est par la balistique. Et donc, ils peuvent traiter exactement le problème des électrons de surface que je vous disais créait des problèmes à Edelweiss. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont quand même un ordre de grandeur meilleur que notre expérience. Mais notre expérience Edelweiss est en train de se calibrer, va entrer avec beaucoup plus de masse et avec la nouvelle technologie de phononique. Donc, en général, j'ai un plot historique. Vous voyez ici les sections efficaces de WIMP, 10-4 en picobar, 6, 8 et 10. Ici, c'est 10 événements par temps et par an. Vous voyez comment c'est difficile. Il faut tuer le bruit de fond au niveau d'un ton. Vous avez un ton de bolomètre. Il vous faut avoir le bruit de fond moins que 10 événements de bruit de fond dans un ton, dans un an. Donc, au début, il y a eu beaucoup de R&D et d'hésitation, mais maintenant, les dernières années, il y a quand même une descente assez rapide. À un certain moment, il y a Suzy à LHC qui va intervenir, qui va donner peut-être des pistes, et puis on espère arriver vers 2015 à des grands détecteurs qui seraient de deux natures, soit cryogéniques, comme je viens de décrire, soit avec une autre technologie qui s'échelle beaucoup mieux, qui s'appelle le Liquid Noble Gas Detectors, où vous avez du xénon, d'argon liquide, etc., et qui sont très prometteurs. Il y a les histoires d'échelle qui va très rapidement, et vous voyez ici l'espace de phase de la supersymétrie, et qu'est-ce qu'un germanium peut amener, ou xénon, néon, des détecteurs idéaux, mais il vous faut un temps de matière. Voilà. 5 minutes, pas plus. 5 minutes où je vous ai fatigué. Sur d'autres manières d'observer la supersymétrie, ou si vous voulez la matière noire, c'est aller regarder le Soleil, le centre de la galaxie, ou aller dans l'espace en général, ou aller en Afrique, en Namibie, aller au fond de la mer avec Antares, aller dans les satellites comme GLAST, etc. Un petit problème avant d'aller là-bas, avant de raconter, une chose que j'ai passée rapidement, un problème de matière noire, c'est que dans la forme particule telle que je l'ai décrite, c'est que quand on fait des simulations à un corps, les simulations ont une tendance à créer des grumeaux, des matières noires, donc des astres sombres si vous voulez, beaucoup plus. Donc, ce n'est pas seulement les astres sombres qui est important, mais aussi le fait que ces grumeaux-là, normalement, peuvent créer plus des halos, des morceaux d'halos, même de matière visible, qu'on voit dans la réalité. Donc, il y a toute une discussion sur si ces simulations sont correctes ou pas. Et on a toute une série des paramétrisations phénoménologiques de la densité de cette matière noire. Et comme vous comprenez, ça joue un grand rôle sur la détection parce que ça entre dans le calcul de notre sensitivité. Donc ça, c'est à retenir, plus le fait que selon la concentration ou pas de cette matière, vous avez ce facteur qui s'appelle facteur de clumpiness, de Grimm, je ne sais pas comment je peux le traduire, qui, si c'est plus agrégé, vous avez plus de possibilités d'avoir d'annihilation, par exemple, entre les différentes particules, et créer de nouvelles particules, et donc ça augmente votre potentiel de découverte.
Donc, comment on peut voir ça? Comme je dis, on va en Namibie, on a ce télescope Cherenkov, et qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire la chose suivante. Ce télescope Cherenkov, la technique c'est qu'il y a un photon qui vient du cosmos, crée une gerbe. Cette gerbe, vous prenez une projection, vous connaissez son intensité, son orientation et sa forme. Et après, plusieurs télescopes, donc vous avez une meilleure résolution. Comme ça, vous regardez le centre galactique. Vous connaissez qu'au centre galactique, évidemment, il y a un trou noir qui a été de 1914 jusqu'à 2004. Et il a été identifié par le mouvement des objets ici. Donc, mais vous avez aussi, vous voyez que ça c'est une image en radio, et vous avez beaucoup d'objets. C'est des supernovas anciens, etc. Donc c'est un peu difficile, mais quand même, ils ont regardé là, ils ont vu ce signal-là, qui était à Sagittaire A étoile, donc très proche, si ce n'est pas exactement sur le centre galactique, et ils ont vu ce signal, et pendant un certain temps, on s'est demandé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est accélération des particules près du trou noir? Est-ce que c'est accélération de particules dans les vestiges de supernova? Ou carrément c'est annihilation de matière noire? Donc le papier vient de sortir. Le spectre, en fait, il est parfaitement compatible avec une source astrophysique. Si vous essayez de faire un fit par des matières noires type supersymétrie ou Kaluza-Klein, vous n'arrivez pas à l'ajuster. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est supposer que vous avez une source astrophysique et là-dessus, essayez de voir si vous pouvez détecter quelque chose. Donc évidemment, cette méthode vous donne des limites qui ne sont pas très fameuses. Donc maintenant, il regarde à d'autres objets avec l'espoir où il y a moins de bruit astrophysique. Autre possibilité, c'est aller à l'espace avec les GLAST, où il y avait Egret. Egret, qui était un satellite qui a déjà volé, nous a laissé aussi par des mystères de matière noire. L'un, qui pouvait être interprété comme matière noire, l'un, c'était des rayons gamma qui étaient un excès des rayons gamma au-delà de là où on attendait entre 1 GeV et 10 GeV. Là, on peut ajuster cela soit avec une solution avec matière noire, soit une solution sans. Donc, je ne vais pas. Et ce qui est le plus intéressant, qui est très important, c'est le rayonnement gamma extragalactique. Et dans le rayonnement gamma extragalactique, il y avait la source astrophysique, mais il y a quelque chose que de Strong et al. Ont interprété comme exactement une particule supersymétrique. Ce qui est intéressant dans ce signal, c'est pas à ce niveau-là, on peut rien dire, on peut dire n'importe quoi, mais c'est que ces fonds-là est fait surtout par des sources astrophysiques. Et Egret avait une mauvaise résolution. GLAST, son successeur, aura une résolution 10 fois meilleure. Donc il pourra identifier chaque source individuelle. Donc ces plots-là, ces fonds-là, vont être baissés. Et donc normalement, une fois que ceci sera fait, chaque source sera identifiée. L'espoir, c'est qu'on va voir un objet du type comme ça. Non, attendez, je suis allé trop vite, parce que j'essaye de finir. On va, donc, de là, l'espoir, c'est d'arriver, ça serait trop beau, mais disons, quand même, quelque chose où le signal serait passé. Aussi, on aurait des données qui seraient des continuations entre GLAST et S. S pourrait déterminer, si vous voulez, la pente, et GLAST pourrait voir les signaux. Vous avez aussi ici une comparaison entre ce que le LHC allait voir et GLAST. Donc, le jeu, ça se joue dans plusieurs registres.
comme je vous ai raconté, ça se joue à LHC, ça se joue dans les tunnels, et ça se joue aussi à l'espace. Il y a toute une partie, mais je sens que je vous ai fatigué, toute une partie sur la matière des positrons et aussi les neutrinos que je vais sauter. Finir peut-être cette partie en laissant simplement sur les tableaux certains indices qui sont là, c'est des signaux controversés si vous voulez. Il y a un signal que je ne peux pas parler que Pierre Fayet aime beaucoup, qui est aussi le centre galactique émet une raie d'annihilation 511 keV qui pourrait être une matière noire de petite masse. Il y a un signal galactique, il y a le signal extragalactique qui pour moi est le plus intéressant, ou là où j'attends le plus, il y a d'autres signaux. Le message que je voulais faire, mais je n'ai pas eu le temps de le faire parce que exactement j'avais beaucoup de transparent, comme c'est mon cas toujours, c'est que pour comprendre une partie de ça, surtout quand on parle des satellites, quand on parle des télescopes Cherenkov, il faut mieux comprendre la galaxie. Il faut mieux comprendre comment sont nés les rayons cosmiques, comment ils sont propagés. Il y a tout un modèle qui est en test en ce moment par des satellites de création, je vous montre simplement l'équation, de propagation des rayons cosmiques dans le champ, dans le Milky Way, dans la galaxie. Vous avez de la fragmentation, vous avez de la diffusion, vous avez de la réaccélération de Fermi, vous avez la génération, la source, quelle est la source des rayons cosmiques. Et donc, tous ces termes de cette équation de diffusion sont en train d'être attaqués par toute une série de satellites. Donc, comprendre cela, comme on a compris le Soleil d'abord et après on a compris les neutrinos, je pense que comprendre la galaxie avec toute cette batterie d'instruments va dire aussi qu'on pourra espérer comprendre la matière noire. Donc, rien sur l'action, et j'arrive à mes conclusions. Je vous ai montré, j'espère, que la cosmologie et l'astrophysique nous montrent la meilleure évidence vers une nouvelle microphysique. Aussi, du côté de la physique des particules, on n'a pas des indices. On a eu le neutrino, gloire de 98, mais on n'a pas maintenant des indices expérimentaux qui pointent vers une nouvelle microphysique, mais on a beaucoup de raisons très bonnes, théoriques, d'attendre une nouvelle microphysique. Et donc, comme je fais ça en le préparant, je pensais qu'on peut faire le parallèle avec la fin du 19e siècle. Parce qu'il y a la question que même des gens de bons astrophysiciens disent « vous dites que vous émerveillez devant la cosmologie nouvelle, et pourtant vous comprenez que le 5% de ça, le reste, ça vous échappe. » C'est une question tout à fait valable, ça a été fait aussi il y a une heure. Donc, la réponse que j'ai formulée est la suivante. On peut faire le parallèle avec la fin du 19e, où on connaît les lois des gaz, du gaz cosmologique si vous voulez, à une précision extraordinaire, mais on n'a pas encore observé toutes les particules qui correspondent à l'hypothèse atomiste. Et donc, ça c'est honnête comme situation. On n'est pas des fainéants, on a fait un boulot, il faut simplement le continuer. Et donc, suivant cette hypothèse, je vous ai montré que dans les 10 prochaines années, il y a le LHC, les détecteurs bolométriques, les détections indirectes, les détecteurs d'action, que je n'ai pas eu le temps de découvrir, qui vont attaquer ça. Et pour l'instant, je crois que la nouvelle microphysique s'ajuste plus naturellement aux multiples indices expérimentaux. Donc, même si nos scénarios s'avèrent fantaisistes, je crois qu'ils nous donnent un cadre qui permet le benchmarking, qui nous permet, comme ça a été fait pour les LHC, de faire des recherches de très grande sensibilité et espérer pour le mieux. Et comprendre aussi, entre-temps, des nouveaux
de nouvelles choses sur les standards. Donc, dernier clin d'œil, avec l'énergie noire, on n'a rien inventé. La nuit et Erebo, c'était toujours un constituant important des cosmogonies. Vous pouvez trouver dans Cosmogonie orphique, par exemple, c'était la nuit qui fait un œuf, l'œuf primordial, où il y a Phanès, phénoménologie, qui apparaît et qui est séparé par Eros donc à plusieurs particules, et après vous avez la continuation. Donc, ça c'est un très beau bouquin, de Clémence Arnould, La nuit et les enfants de nuit. Donc, pour l'instant, on est encore dans le noir, dans la matière noire, mais on espère que dans les 15 ans à venir, on aura de nouvelles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions? Oui. Non, mais... Je suppose qu'on aura des points de questions naïves dans Oui, tout à fait. C'est un mélange. Quand une pomme sur la Terre, quand une pomme tombe sur la Terre, après tout, s'il y a tellement de matière noire, en plus, il y a interagi de manière gravitationnelle, est-ce que le calcul de la gravité sur Terre ne dépend pas de la proportion de matière noire qu'il y a dans la pomme et dans la Terre? Il est vraiment sous le limite de détectabilité. Par exemple, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que ce qu'on peut faire déjà au niveau il y a des études solaires, mais qui sont purement astrophysiques que je ne connais pas. Il y a des gens qui font ça, mais qui doivent être très, je ne connais pas très bien. Mais ce que je connais, c'est que, par exemple, déjà dans notre environnement galactique, par l'oscillation des étoiles dans le potentiel gravitationnel du spiral de la galaxie, on peut essayer de détecter la matière noire. Je parle maintenant des grands objets, des étoiles. Et même avec ça, c'est très difficile de trouver les indices de matière noire. Je pense que c'est vraiment sous la détectabilité. Localement, la densité de la c'est moins 0,3 G par centimètre. Il faut dire aussi que il y a une sonde pionnière qui a voilà, il y a, oui. Il y a ça aussi. C'est pas la sonde, il y a des pionnières qui fonctionnent mal, hein, qui ne suivent pas le voie du moteur. Non, mais ça, c'est inexpliqué. Non, mais la sonde pionnière, c'est beaucoup plus du côté de la Une autre remarque. Une question. Oui, enfin, on peut quand même faire une remarque. Non, une question. Bon, mais la question, est-ce que vous avez, dans la physique des particules, moyen de réfuter le Big Bang? Parce que le Big Bang a été réfuté à plusieurs reprises, et c'est plus ou moins censuré, mais il y a une centaine de chercheurs qui ont fait une pétition sur l'Internet. Vous autorise à la chercher sur Internet, une impulsion de Becker. Il y a eu une conférence en 2004 au Collège de France, à la de France, et il y a eu des arguments très forts qui ont été donnés en disant que le modèle du Big Bang était réfuté, en particulier une analyse dimensionnelle extrêmement simple, que j'ai fait en 3 minutes. Invitez-moi pour une conférence, alors. Non. Ça donne, mon calcul donne 13,8 milliards d'années-lumière pour l'existence, et il mesure actuellement 13,7 milliards d'années sur le soi-disant âge de l'univers. Non, mais on peut quand même parler, hein. Je suis désolé. Si, la censure écrite est une chose, la censure verbale est une autre. Pour pas dire la suivante, bravo. Bon, c'est la question est la suivante. Moi qui m'intéresse, c'est la science procède toujours par réfutation et non pas par vérification. À la limite. Je n'est pas Non, je ne suis pas agressif, je pose une question. Est-ce qu'on a les moyens? Vous nous empêchez de travailler, monsieur. Mais non, je pose une question très précise. Est-ce que la physique des particules actuelles, sans rentrer dans les particules inconnues, est-ce que la physique des particules actuelles a les moyens de réfuter le Big Bang? Il y a une image que j'ai montrée, non, attendez, je vais répondre quand même. Une image que j'ai montrée, qui était le Big Bang aujourd'hui. Et le Big Bang aujourd'hui, c'est celui-ci. Je m'en dis. Avec Planck et avec Snap, tout ça, ça va être 1%. La précision sera pour 1%. S'il y a tous ces courbes-là qui ont 10 modèles de concordance, que toutes les mesures, il y a 5 mesures différentes, si elles seront toujours concordantes, ce sera vraiment que le Big Bang a été
confirmer encore plus. Mais on ne peut que la réfuter. Oui, c'est ça, la réfutation, c'est la précision. C'est toujours la précision. La cosmologie en crise actuellement, très grave. La réfutation, c'est la précision. Si on augmente la précision, et la concordance, telle qu'on l'a, notre scénario fantaisiste, si vous voulez, tient toujours, ça doit être l'imagination terrible de Dieu. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a. Ça a été publié à Cambridge, ça vient de sortir. Cambridge, D'autres questions? Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps suffisant de le préparer. Chaque fois que je présente comme ça, c'est beaucoup de transparent. Il nous reste à remercier Stavros.